et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Comme vous le savez, le Sénégal s'apprête à vivre une année indécise. Le président sénégalais Macky Sall a décidé de reporter les élections présidentielles à décembre de cette année 2024, ce qui lui donnera presque une année de pouvoir. Donc, il est parti de 7 ans à faire 6 ans au lieu de 5 ans. Macky Sall a été loin des jeunes de l'élite politique sénégalaise à réclamer le quinquennat. Alors, pourquoi réclamer un quinquennat quand on n'est pas prêt à l'assumer? Vous savez, quand il y a les tumultudes politiques dans un pays, il y a toujours les gens qui sont pour et puis il y a les gens qui sont contre. Pour ceux qui sont pour le report des élections présidentielles au Sénégal, ils reviennent avec les arguments comme « est-ce sûr que les candidats n'ont pas la double nationalité ?» Est-ce sûr que les élections seront inclusives avec la participation d'Ousmane Sonko? Et enfin, est-ce sûr que les résultats seront transparents? Ça veut dire, quand on dit que les résultats seront transparents, ça veut dire que tous ceux qui seront en charge du processus électoral ne soient pas corrompus. Parce que la corruption, c'est l'un des arguments que Macky Sall a donné pour reporter les élections présidentielles. Et enfin, pour ceux qui sont contre le report des élections présidentielles au Sénégal, il parle d'un coup de force politique anticonstitutionnel. La Constitution dit que le président sénégalais fait seulement 5 ans au pouvoir et il fait des élections pour passer la main au plus gagnant des Sénégalais. Donc, dans ce tohu-bohu, dans ce salsa sénégalais, vous connaissez la salsa, ce n'est pas la danse, la salsa, mais c'est plutôt une sauce qu'on met un peu de tout dedans. Donc, dans cette sauce sénégalaise, alors que le Sénégal a l'un des meilleurs jollof rice, mais nous allons juste parler de cette sauce sénégalaise, qu'est-ce que j'en passe? Eh bien, je suis pour avoir un système électoral transparent qui va permettre la participation des grands tenors de l'élite politique sénégalaise. Mais aussi, je suis contre les coups de force politiques qui amènent le changement de la constitution qui a été adoptée par la population de nos pays africains. Eh bien, Macky Sall va passer une année extra à la tête du Sénégal. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 11 mois tumultueux? Je dis tumultueux parce que, avec ce qu'on voit déjà dans les rues de Dakar, connaissant la jeunesse dakaroise qui a même permis l'élection à la présidence de Macky Sall, on sait que ça ne sera pas une année facile. Nous avons vu les coups d'État au Mali, les coups d'État au Burkina Faso, les coups d'État en Guinée contre un 3e mandat du président Alpha Condé. Mais nous ne voulons pas un coup d'État au Sénégal qui longtemps nous donne l'espoir, qui longtemps était le miroir d'une politique plus tolérante, d'une élite qui peut se mettre ensemble et d'un pays qui voit l'avenir de la même façon. Enfin, d'un peuple qui voit l'avenir de la même façon. Alors, nous continuerons par suivre les événements et espérons que Macky Sall, à qui je regarde un peu comme si je dois apprendre la politique, je dois l'apprendre de quelqu'un qui est un politicien, qui est arrivé au pouvoir en étant un politique. Parce qu'être politique, il faut avoir la manière d'utiliser les outils politiques, qui a gardé le pouvoir en utilisant encore les outils politiques,
On espère que Macky Sall reviendra dans de meilleures dispositions pour qu'on puisse avoir une discussion qui nous permettra d'avancer. Parce que le Sénégal, on y croit. Le Sénégal, on ne l'abandonnera pas. Et nous sommes avec le peuple sénégalais. En attendant de retourner pour parler de ce qui se passe au Sénégal et peut-être de ma visite, j'ai déjà visité le Sénégal 2 fois. C'est un pays que j'aime bien. Les Sénégalais, un peuple très gentil. Nous retournons à un sujet que j'ai couvert pendant presque 2 mois, 3 mois, 6 semaines. Et c'est la guerre israélo-Hamas. Eh bien, la guerre continue, même si les grands journaux n'en parlent plus comme avant. Ça continue. Et tout dernièrement, l'Afrique du Sud a mené la guerre qu'Israël et le Hamas se lient. Parce que quand on parle de guerre, c'est toujours 2 personnes qui se battent. Mais l'Afrique du Sud a décidé d'amener Israël devant la Cour internationale de justice. Cette cour même qui est vraiment douteuse. Vous savez que c'est la Cour internationale de justice qui a enfermé Gbagbo pendant 10 ans dans un processus. Et à la fin, ils ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Donc Gbagbo est resté 10 ans. 10 ans à la haie. Et à la fin, ils n'ont rien trouvé. Cette Cour internationale de justice que le monde, certaines parties du monde se sont dit, on a l'impression que cette cour a été seulement créée pour juger certaines personnes et d'autres personnes qui commettent des crimes de guerre qui ne se retrouvent pas devant cette Cour internationale de justice. Dans cette Cour internationale de justice, mais qui a plein de problèmes, qui a des problèmes à faire traduire les gens devant cette justice internationale, l'Afrique du Sud, de l'ANC, a décidé de traduire Israël devant cette cour-là. L'ANC a été le parti qui s'est battu contre l'apartheid. Vous savez que l'Afrique du Sud a vécu un système un peu particulier, plus pointu que la ségrégation raciale. Parce que eux, ils sont sur leur terre. Au fait, ceux qui ont été ségrégés, on les a amenés sur cette terre. Les Sud-Africains, eux, ils sont sur leur terre. Et le colon est arrivé, a vu la richesse de cette terre et a décidé de s'y installer en poussant les autochtones dans les ghettos. Donc, le système sud-africain appelé apartheid a été vraiment terrible pour les Sud-Africains. Nous tous, on a vu Sarafina. On a dansé sur les chansons de Sarafina et à la fin, on a pleuré en voyant tous ces élèves qui ont été assassinés. Mais à la sortie de l'apartheid, les Sud-Africains ont décidé d'adopter le système de la nation arc-en-ciel, qui a fait plaisir au monde entier en voyant cette façon dont le leader sud-africain en ce moment, Nelson Mandela, a eu l'opportunité de pardonner à ceux qui les ont maltraités, à ceux qui les ont fait souffrir, à ceux qui leur ont volé leur terre. Mais nous avons pensé que, bon, quand ça arrive ainsi, ça crée les traumas dans les peuples. Tous les peuples qui ont connu domination et autres ont des traumas. Mais le trauma sud-africain ne s'est pas tourné contre les colons, ça s'est retourné contre nous qui partageons le même continent qu'eux. Les Sud-Africains ont des problèmes à accepter les autres Africains qui n'ont pas pris leur terre, qui les ont soutenus pendant l'apartheid, puisque quand l'apartheid battait en son plein, nos pays étaient sous la colonisation, donc très difficile de les aider. Mais certains pays qui ont obtenu l'indépendance ont commencé par venir en aide à l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud n'a pas développé des sentiments xénophobiques contre les colonisateurs. Ceux qui ont colonisé les anciens colons peuvent aller en Afrique du Sud. Mais attention, attention aux Africains, à nous qui les ressemblons. Quand vous me voyez, à nous qui les ressemblons,
ils ont développé un sentiment xénophobique. C'était la xénophobie sud-africaine est arrivée à un niveau que les élites sud-africaines sont obligées de dire qu'ils ne sont pas xénophobes. Donc c'est l'ANC, le groupe ANC, le groupe politique ANC, qui aussi pendant un certain temps a été considéré comme un groupe terroriste. Mais à un moment donné, ils ont abandonné le combat terroristique pour mieux se consacrer au combat politique et arriver à prendre le pouvoir, pardonner, à construire la nation arc-en-ciel. On a aussi eu des leaders qui étaient corrompus. Mais dans tous les groupes, il y a quand même des gens qui sont corrompus, les gens qui n'ont pas les meilleurs intérêts dans le groupe. Ce groupe de l'ANC qui dirige le pays, quand ils ont reçu, quand l'Afrique du Sud nouvellement a été indépendante, c'était la première économie de l'Afrique. Cette fois-ci, l'Afrique du Sud, malgré qu'elle fait partie des BRICS, est la deuxième économique en Afrique maintenant. Donc, c'est vraiment ces gens-là qui, quand ils ont reçu l'Afrique du Sud, quand ils ont reçu le pouvoir politique en Afrique du Sud, ont augmenté le commerce entre Israël et leur pays. Ça veut dire que de 1995 en 2021, le commerce entre Israël et l'Afrique du Sud se portait assez bien. Donc, si ces gens qui avaient ces relations avec Israël nous dit aujourd'hui que le peuple palestinien vivait un apartheid qui les forçait, qui les ont poussés à commettre ce qu'ils ont commis le 7 octobre, l'irréparable qu'ils ont commis le 7 octobre. C'est là où je me suis un peu perdue parce que si l'Afrique du Sud, qui se sent aussi proche des Palestiniens, voyait les Palestiniens souffrir, et vous savez que l'ANC qui s'est battue pour la libération de l'Afrique du Sud a le pouvoir politique en Afrique du Sud. Si chaque fois ils sont en train de perdre le pouvoir économique, quand même ils ont le pouvoir politique. Ils ont attendu, ils savaient que les Palestiniens vivaient l'apartheid, les Palestiniens souffraient de l'apartheid, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait les marches pour dénoncer, ils n'ont pas boycotté les sociétés qui pensent qu'ils soutiennent Israël. Ils ont attendu, ils ont même fait le commerce avec Israël. Ils ont eu des représentations en Israël. Ils ont eu des Sud-Africains qui sont même partis s'installer en Afrique du Sud. Des Sud-Africains qui sont même partis s'installer en Israël. Ils ont attendu tout ça. Il fallait les événements du 7 octobre et la guerre pour se réveiller, se dire, mais nous avons nos frères palestiniens qui souffrent. Hein. Il faut aller les aider. C'est ça qui me fait réfléchir, me demande quelles sont les vraies motivations de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a amené l'Afrique du Sud maintenant à se dire qu'il veut se battre pour leurs frères palestiniens, qu'ils se sentent proches des frères palestiniens pour peindre presque leur maison sur les drapeaux de la Palestine. Il y a aussi une vidéo qui a circulé, je n'ai pas vérifié la vidéo, qu'on voit que quelque part, que ce soit en Cisjordanie, dans un pays arabe, on a ouvert un restaurant appelé le 7 octobre pour célébrer la mort des innocents juifs. Cette guerre a créé la mort, a provoqué la mort des innocents, que ce soit dans le camp palestinien et dans le camp israélien. Rappelons encore qu'il y a des otages que le Hamas a pris, qui sont toujours dans les mains du Hamas. Ce n'est pas facile, mais les guerres, c'est ainsi. Moi, je suis dans ma logique que je ne soutiendrai pas un groupe terroriste, puisque le terrorisme implique
la mort des innocents, les déplacements et ce que nous voyons aujourd'hui, les guerres. D'après la Cour internationale de justice, il y a risque de génocide. Bon, quand on a dit risque de génocide, les gens ont chanté, les gens ont pleuré. Ils ont dit, ah vraiment, nous sommes en train de gagner. Et ils ont commencé par comparer ce qui se passe à Gaza avec ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. Mais nous savons tous que Gaza, c'est une concentration de population. C'est comme quand vous prenez un tas de mangues et vous faites tomber une autre mangue sur un tas de mangues. Vous voyez comment ça va s'éparpiller et comparer ça à quelques tas de mangues et faisait tomber une autre mangue dessus. C'est juste scientifique. Mais ici, nous parlons des êtres humains. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal quand vous voyez les êtres humains perdre leur vie. Ce qui serait bien, c'est que les deux trouvent une solution pour qu'on puisse, moi j'ai toujours proposé la solution d'un seul État. Au moins, on peut prendre ça quand même des leaders de l'ANC, les leaders sud-africains. Je ne sais pas ce qui est derrière les motivations, les vraies motivations qui les a amenés à aller devant la Cour internationale de justice. Mais ce qu'on peut prendre chez eux, c'est quand même ce pardon qui, quand même, a des traumas. Ils ont pardonné, mais ils ont gardé des traumatismes. Mais au moins, les deux peuples vivent ensemble. C'est la logique pour permettre la paix au Proche-Orient, au Moyen-Orient et éviter d'autres guerres. Vous savez, ceux qui aujourd'hui vraiment sont chauds, je voudrais aussi vous rappeler que le Niger n'a pas d'électricité. Et si nous pouvons aussi organiser des marches pour demander à ce que l'électricité soit réinstallée au Niger. Si nous voulons combattre l'injustice, combattons l'injustice partout. Quand vous combattez l'injustice seulement pour une partie, on a l'impression que vous avez partie prise. Ainsi, la guerre entre Israël et le Hamas, on espère des fins heureux. Dans une guerre, s'il y a une fin heureuse, s'il n'y a pas signature d'un traité de paix. L'État d'Israël doit être sécurisé et c'est le devoir régalien du gouvernement israélien de sécuriser son pays. Enfin, d'Israël, nous sommes passés à La Haye, nous sommes passés en Afrique du Sud et nous allons maintenant célébrer la CAN avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est un peuple résilient. Vous savez que la Côte d'Ivoire connaît une guerre civile parce que, eh bien, une élite politique veut se présenter aux élections et n'a pas cette opportunité de se présenter. Donc, le peuple ivoirien est passé par des moments de crise, surtout la crise économique, parce que c'est un pays qu'on connaît qui est un peu comme le poumon économique en Afrique occidentale. Mais ils se sont relevés. Vous savez, c'est des gens vraiment... ils se sont relevés, nous a amené Doug Saga, nous a amené, malheureusement qui n'est plus là, ils nous ont aussi amené de Bordeaux, tous ces stars ivoiriens que nous aimons beaucoup. Mais comme nous sommes sur une chaîne politique, nous allons nous intéresser à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Pendant cette guerre, il y a un jeune qui est sorti de nulle part ainsi, si on peut dire, qu'on ne connaissait pas vraiment et qui s'est illustré. Guillaume Soro.
Et il a parlé, nous a expliqué le pourquoi de la guerre. On explique la guerre. Les gens font une guerre civile juste pour participer à un processus électoral et ils expliquent ça. Et ça ne gêne personne. Ils ont le soutien des gens. C'est le monde dans lequel nous vivons. On tue des innocents juste pour aller aux élections présidentielles. Et ça ne choque personne. On va sur les plateaux pour justifier la mort des innocents. Dieu merci. Je les ai vus. Je n'ai jamais soutenu la guerre civile ivoirienne. Ensuite, nous on était les gbagboïstes. Gbagbo, après Marcoussi avait ce discours. Gbagbo a décidé de prendre sous son aile Guillaume Soro. Et vous savez, Guillaume Soro, il a accepté de travailler avec Gbagbo. Il est resté avec Gbagbo et au dernier moment, peut-on parler de trahison en politique? Il a juste changé de manteau. Je ne dirais pas de trahison. Guillaume Soro a changé de manteau et s'est accolé à celui que nous avons toujours deviné. Vous voyez, il ne disait pas ouvertement qu'il était à la tête de cette guerre civile-là, mais tu vois, les mots disaient déjà dans le cadre politique que cette guerre, quelque part, celui qui est vraiment à la tête de cette guerre, c'est Alassane Ouattara. Et il s'est rallié à Alassane Ouattara. Il est devenu premier ministre d'Alassane Ouattara, président de l'Assemblée nationale de Alassane Ouattara, en oubliant que Gbagbo a été délogé de la présidence. Il a fallu une guerre qui a causé des morts pour déloger Gbagbo de la présidence. Mais Guillaume Soro n'a pas pensé aux Ivoiriens qui sont morts. Il a pensé à son avenir politique. Il s'est allié, a décidé d'aller créer son parti politique sans penser à ces Ivoiriens qui sont morts. C'est là que Alassane Ouattara, ne voulant pas de Guillaume Soro comme président, on ne saura jamais ce qui s'est passé entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Mais c'est les deux qui ont été à la tête de la guerre civile ivoirienne que Guillaume Soro a commencé par dénoncer Alassane Ouattara. Mais rappelons que pendant les 9 ans, 8 ans du règne d'Alassane Ouattara, il a dirigé avec Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, il était à la tête des troupes qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro est devenu panafricaniste, défendu, protégé. Mais vous savez quoi? Nous avons nos problèmes au Togo. Mais au moins, le Togolais n'a pas encore pris les armes pour faire une guerre civile. Tuer des Togolais pour devenir président du Togo. Nous avons nos problèmes internes. Nous avons l'élection de 2005 qui a fait aussi beaucoup de morts. Mais c'est une élite politique qui est à la tête du Togo et qui fait ça. Et chaque pays a ses problèmes internes. Quand le président du Togo, qui fait des multiples mandats, a décidé de se lancer dans la vision panafricaniste, les chaînes togolaises ne l'ont pas annoncé comme panafricaniste. Il part de son engagement auprès des panafricanistes. Mais il a trouvé un journaliste international d'un autre pays, camerounais, pour l'annoncer panafricaniste. Quand le ministre des Affaires étrangères du Togo voulait parler de son travail panafricaniste, il n'est pas venu sur les chaînes togolaises pour le déclarer. Il a trouvé encore une chaîne camerounaise. Et oui, nous les Togolais, nous avons nos problèmes internes et nous essayons de tout faire pour avoir l'alternance à la tête de nos pays. Mais une chose que nous n'avons pas encore fait, c'est d'aller de se mêler
des problèmes des autres en déclarant ses présidents propres. Le Togo, le gouvernement togolais a fait un très bon travail auprès des pays de l'AES. Oui, nous avons nos rivalités politiques, mais je reconnais que le travail que le gouvernement togolais a fait, en fait, le travail que le gouvernement togolais a fait pour le Mali, pour le Burkina Faso, pour le Niger, est sans précédent. Je le reconnais parce que c'est l'argent de nos tasses. Cet argent pourrait aller à un hôpital au Togo. Cet argent pourrait aller pour créer une école au Togo. Mais cet argent a été utilisé pour des vols au Mali, pour des dialogues, pour aider les peuples maliens que je soutiens, les peuples burkinabés et les peuples nigériens. Donc, on va utiliser mon argent pour faire quelque chose de bien et je vais déclarer que c'est mauvais. Je ne le ferai pas parce que c'est l'argent du Togolais, c'est nos tasses qu'on a pris pour faire ces allées-venues, ces contentions politiques. Donc, je ne laisserai personne dire que c'est un travail en vain. Le ministre malien même a déclaré au Togo que le soutien du Togo était très important, non pas seulement dans la libération des missionnaires ivoiriens, mais pour permettre que les sanctions même contre le Mali soient abandonnées. Donc, quelles que soient mes rivalités avec le gouvernement togolais, chapeau pour cela. On ne sait pas quelles sont les motivations derrière. Mais nos problèmes internes au Togo, nous continuerons par faire le combat pour l'alternance à la tête de nos pays.